Le mondial des métiers. Formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Des spécialistes qui n'exposent pas sur le mondial des métiers, mais qui viennent nous parler de leur métier. Et nous avons la chance d'avoir des représentants de l'INSEE Rhône-Alpes qui vont nous parler des métiers qui ont la culture du chiffre et de la statistique. Et ce sera l'occasion de découvrir cet univers pour vous qui êtes des auditeurs de ces émissions que l'on retrouve sur le site officiel du mondial des métiers. 3 personnes ont fait le déplacement sur Eurexpo, sur l'espace média communication qui est géré techniquement et au niveau de la réalisation par les étudiants du lycée Léonard de Vinci dans le 38 à Villefontaine. Avec des journalistes professionnels, ils produisent main dans la main, tous ensemble, des sons et des images qui seront disponibles sur le site du mondial. Je reçois le directeur adjoint de l'INSEE Rhône-Alpes, Jérôme Arnois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici sur l'espace studio officiel du mondial. Vous êtes venu avec 2 de vos collègues. Julien Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en tourisme. Expert tourisme, oui. Très bien. Vous nous raconterez tout cela parce qu'on a envie d'en découvrir, d'en savoir plus. Henri Lavergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet études. C'est cela, oui. Vous nous expliquerez aussi quel est votre métier. Bon, d'une manière plus générale, on va voir avec Monsieur Arnois, pour expliquer d'ailleurs et pour cadrer, peut-être expliquer quel est le rôle principal de l'INSEE. Alors l'INSEE, déjà, je pense qu'il faut repréciser ce que nous sommes. Oui. Ça s'appelle l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est donc l'Institut national français en charge de l'établissement de l'essentiel des statistiques publiques qui servent aux décideurs et à éclairer le débat public, donc à renseigner tous les citoyens, tous nos concitoyens sur ce qui se passe au sein de la société. Pour obtenir les informations, c'est complètement gratuit, téléchargeable sur le site officiel de l'INSEE, et donc toutes sortes de publications disponibles. Tout à fait. Donc en fait, toutes les données, toutes les études que nous produisons, et il y en a vraiment beaucoup, sont livrées, mises à la disposition de tout un chacun sur notre site www.insee.fr. Et j'insiste, effectivement, vous l'avez fait, mais je réinsiste sur le fait que ces informations sont gratuitement accessibles sur notre site. C'est très important, c'est public et gratuit. Alors, dans l'INSEE, on imagine qu'il se passe plein de choses, mais en même temps, on est curieux de savoir comment on y rentre. Quels sont les métiers qui se trouvent au sein de cette structure? Quels sont les spécialistes qui y travaillent? Quel est le mode de recrutement? Alors, on va commencer peut-être par, dans les grandes lignes, quels sont les métiers qu'on retrouve au sein de l'INSEE, Monsieur Arnois? Alors, pour aller vite, puisqu'on n'a pas énormément de temps, d'abord, il faut se dire que déjà, ce qu'on appelle le cœur de métier de l'Institut, c'est quand même d'établir des informations de base, de collecter les informations soit auprès des ménages, des particuliers, soit auprès des entreprises, pour établir de la statistique sur ces populations que sont les ménages, les individus ou les entreprises. Donc nous mettons en œuvre des enquêtes auprès des entreprises ou auprès des particuliers. Nous faisons également le recensement. Nous faisons également aussi de l'observation de prix, notamment dans les magasins, pour établir l'indice des prix. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les procédures de collecte, puisqu'il faut bien que cette information nous parvienne pour que nous puissions ensuite la traiter, notamment par informatique. Donc ça, c'est d'abord la collecte. Bien sûr. Le deuxième grand volet d'activité, donc, c'est ce qui consiste à en fait diffuser ces informations, à les mettre à la disposition du grand public ou des décideurs publics. Ça se fait principalement aujourd'hui par le biais du canal Internet, bien entendu, qui est évidemment essentiel. Donc c'est l'activité de diffusion qui consiste donc à mobiliser, à récupérer les informations et à les préparer pour qu'elles finissent sur notre site Internet mis à la disposition donc du grand public. Et puis le troisième grand volet, et je m'arrêterai là, c'est donc toute la démarche, toute la phase de valorisation de ces informations, c'est-à-dire qu'il faut aussi être capable de les faire parler auprès du grand public, d'essayer de dégager des grands messages, soit de nature économique, soit de nature socio-démographique, à partir de toutes ces informations. C'est ce qu'on appelle les études économiques notamment. D'accord. Combien de personnes travaillent sur l'INSEE Rhône-Alpes pour revenir à quelque chose de plus régional? Alors au niveau national, je dis bien national, nous sommes 5300 au moment où je vous parle, plus à peu près 1000 enquêteurs qui ont justement en charge
le fait d'aller frapper chez les particuliers ou auprès des entreprises. Et en Rhône-Alpes, nous sommes précisément 230 agents, on va dire, permanents, plus une petite centaine d'enquêteurs. Très bien. Alors, beaucoup de personnes s'affairent pour produire donc toutes ces belles choses, ces publications de l'INSEE que l'on trouve sur le site. Comment on parvient à l'INSEE? Quelles sont, y a-t-il des méthodes, y a-t-il des filières, y a-t-il des modes de recrutement, des concours? Je ne sais pas. Comment que ça fonctionne si on veut rentrer? Alors pour comprendre le mode de recrutement de l'INSEE, il faut d'abord rappeler que l'INSEE est un service de l'État. Oui. Donc c'est un service de l'État. Donc nous sommes, on va dire, comme souvent on entend dire, une administration. Nous on dit un service de l'État. Et vous préférez? Pourquoi? Non, c'est pas. Enfin, administration, d'abord, c'est une désignation un petit peu désuète. D'une manière générale, on doit parler de service de l'État. C'est comme très bien, ça que ça se très dit. bien. Et les services de l'État donc, ont des salariés qu'on appelle les fonctionnaires. Donc nous sommes fonctionnaires de l'État. Et donc à ce titre, nous sommes recrutés très majoritairement par le canal du concours. Donc, et ça à tous les niveaux, à tous les métiers, il faut préalablement passer un concours donc, de la fonction publique spécifique à l'INSEE pour pouvoir accéder à l'un de nos métiers. L'une des choses importantes, c'est, franchement, je pense qu'il faut avoir fait beaucoup d'études pour entrer à l'INSEE. Alors, et on parle d'études scolaires. Hein. On fera des études plus tard quand on sera dans l'INSEE, mais il y a un chemin école qui est très important. Alors pour l'essentiel, je dis bien pour l'essentiel, aujourd'hui les portes de recrutement qui sont encore bien ouvertes commencent au niveau du bac. C'est ce qu'on appelle le concours de contrôleur. Bon, c'est la manière de désigner le concours, mais après on occupe un métier, expert requête ménage, expert tourisme, chargé d'études par exemple, etc. Bon voilà, donc contrôleur c'est d'une désignation catégorielle. Ça commence donc au niveau du bac et ensuite vous avez différents échelons qui peuvent aller jusqu'à l'encadrement supérieur. Donc tout ça par le biais d'un mode de recrutement spécifique à l'INSEE. Alors ce qui caractérise tous ces concours de l'INSEE, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum d'appétit et on va dire de compétences, notamment dans le domaine de l'économie, on va dire des questions sociales ou économiques. Il faut également aussi avoir un niveau plus que correct en mathématiques, parce que la statistique est en fait une science très proche des mathématiques. Donc il faut le dire très concrètement. Donc c'est vrai que globalement, lorsqu'on regarde un petit peu le profil de recrutement, toute catégorie de concours confondus, on est plutôt sur des profils de personnes qui ont eu un bac ES ou un bac S et qui éventuellement ensuite ont poursuivi des études tout en respectant justement cette connotation plutôt scientifique, plutôt économiste. Alors, les collègues qui sont venus avec vous ont des métiers différents au sein de l'INSEE. On va commencer avec Julien Faure. Alors, expert tourisme, expliquez-nous, quel est votre quotidien? Après, on parlera un petit peu de votre parcours, celui qui vous a amené à l'INSEE. Mais qu'est-ce que vous faites au quotidien lorsque vous êtes expert tourisme? Quel est votre métier? Puisqu'on est sur le mondial des métiers, l'idée c'est de montrer les métiers. Donc, expert tourisme, c'est dans la partie collecte de l'information de l'INSEE. C'est expert sur l'enquête tourisme, qui est une enquête auprès des professionnels du tourisme, justement, donc les hôtels, les campings, qui sont interrogés sur la fréquentation qu'ils reçoivent. Donc l'enquête tourisme, ça consiste à savoir le taux de remplissage des hôtels, des campings, le type de clientèle qu'ils reçoivent. Donc ça permet de savoir notamment ce qui est repris par la presse, le pourcentage d'anglais qui est venu dans les stations de ski en hiver. Voilà, c'est ce genre d'information qui est fournie par l'enquête tourisme. Votre travail sert de base aux journalistes? Alors, voilà, c'est des chiffres qui sont publics et qui sont repris assez souvent. Ça permet aussi aux offices du tourisme d'orienter leur communication en fonction de certains publics qui veulent attirer chez eux. Et donc le quotidien de l'expert tourisme, c'est d'assurer le bon déroulement de cette enquête. Donc c'est de faire en sorte que c'est une enquête qui fonctionne par sondage, donc de faire en sorte qu'on arrive à obtenir un nombre de répondants qui soit satisfaisant pour obtenir un résultat de qualité. C'est d'orienter justement les rappels qui sont faits par les enquêteurs du service pour les orienter pour avoir un nombre de réponses homogènes par catégorie. Par exemple, d'avoir un nombre de 4 étoiles qui pèse pas trop lourd par rapport au nombre d'hôtels de moindre catégorie. C'est d'avoir des réponses homogènes au sein du panel qui est interrogé. Et ça peut aussi consister à surveiller le parc, à connaître tous les hôtels et campings qui sont dans la région,
pour bien savoir qui on interroge, se tenir au courant des ouvertures, des fermetures de campings, d'hôtels. Donc c'est ce genre de choses, le quotidien de l'expert tourisme. Des informations très utiles pour ceux qui s'en emparent pour faire, eux, de leur côté, on va dire, qui est un regard ou qui puisse avoir un regard d'expert, d'économiste derrière pour qu'ils puissent... Tout à fait. C'est aussi, sont très demandeurs, tous les offices du tourisme et les professionnels pour savoir vers qui orienter leur communication, notamment sur la partie, savoir d'où viennent les gens qui viennent chez eux et savoir comment les attirer ou les maintenir le flux de touristes. Julien Faure, vous êtes rentré à l'INSEE depuis combien de temps? Alors, ça fait moins d'un an que je suis à l'INSEE. Je suis arrivé au printemps dernier. Et de quelle manière? Alors, je suis passé un concours, mais en interne. Moi, j'étais déjà dans l'administration auparavant. Donc, j'avais fait 7 années de police nationale et j'étais dans les statistiques aussi dans la police nationale. Donc, j'ai voulu aller plus loin dans les statistiques en rentrant dans l'Institut statistique national. Ah, vous êtes dans le chiffre, hein, absolument, voilà. Vous. Hein. Alors, on passe à un autre intervenant, Henri Lavergne. Vous êtes chef de projet études. Alors ça, c'est complètement différent. En quoi cela consiste? Bien, Julien parlait d'un certain aspect qui était la production statistique. Et là, j'interviens sur un deuxième volet qui consiste finalement à analyser ces données-là, soit pour le compte, j'ai envie de dire, exclusif de l'INSEE, c'est-à-dire que ça consiste à réaliser en autosaisine des études sur le sujet, par exemple, du tourisme. Mais la plupart du temps, nous travaillons avec des partenaires qui sont des partenaires publics et pour lesquels nous essayons, avec eux, de répondre à un certain nombre de problématiques, souvent locales, souvent infrarégionales, et pour lesquelles nous allons étudier et utiliser les sources que nous produisons ou d'autres sources administratives qui nous permettent de répondre à les questions et finalement d'aider un intervenant public, finalement local, à prendre des décisions. Alors on peut estimer que ce sont les partenaires qui vous commandent ces études? Alors c'est un véritable partenariat, c'est-à-dire qu'à la fois l'INSEE a intérêt à réaliser ces études, c'est-à-dire que nous participons finalement à la production de connaissances finalement statistiques pour l'ensemble d'ailleurs des citoyens. Il faut savoir que tout ce qui est produit à l'INSEE, que ce soit en termes de production statistique ou d'études, est publié. C'est-à-dire que même si, entre guillemets, vous nous commandez une étude en tant que partenaire public, nous la publierons, même si vous avez contribué de manière non négligeable, notamment financièrement, à sa production. Donc, en réalité, il y a deux partenaires qui se rencontrent, l'INSEE qui souhaite produire de la connaissance et d'autre part, un partenaire local, public, qui lui, certes, cherche à aborder une certaine question, trouver des réponses à certaines questions. Sur l'INSEE.fr, toutes ces études qui sont mises en ligne, est-ce qu'elles sont archivées très très longtemps? Est-ce qu'on peut revenir sur des choses qui ont été publiées il y a très très longtemps, par exemple? Parce que finalement, on peut imaginer que votre travail aussi, c'est quelque part de la mémoire pour tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement jusqu'où on est remonté, mais effectivement, toutes les études qui sont publiées au niveau national ou régional sont accessibles depuis déjà longtemps sur notre site internet. Henri Lavergne, la même question qu'à votre collègue. Comment vous êtes rentré dans la grande famille de l'INSEE? Alors, je travaille à l'INSEE déjà depuis un peu plus de 25 ans. Et là, je suis rentré par la filière des classes préparatoires au concours aux grandes écoles. Et j'ai passé à cette époque-là un certain nombre de concours, parmi lesquels j'ai réussi une école, l'une des 3 écoles, on va dire, qui amène des travaux, qui amène à travailler à l'INSEE, et qui s'appelait à l'époque l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Ayant réussi ce concours-là, je suis rentré à l'INSEE par ce biais-là, et j'ai suivi la scolarité dans cette école avant de travailler à l'INSEE. Est-ce que l'on peut estimer que lorsqu'on a fait beaucoup d'études et qu'on passe le concours et qu'on est accepté dans l'INSEE, que c'est finalement un petit sésame au bout? On peut le dire, ça? Alors, ça peut être aussi une vocation, ça peut être... moi, je sais que je suis issu d'une famille dans laquelle le fait de travailler, d'être agent de l'État, comme le disait Jérôme tout à l'heure, c'était quelque chose qui était important, de servir l'État, on va dire, de cette façon-là.
Donc j'ai continué un peu l'histoire familiale de ce point de vue-là, quoi. Génial. Mais j'ai fait aussi un petit écart à un moment donné. Je suis allé travailler un petit peu dans le privé, en milieu de carrière, donc voilà, pour quelques années. Mais après, mais je suis revenu dans la l'attirance maison. était trop forte. Je suis revenu dans la maison. En tout cas, vous êtes toujours à l'INSEE et vous produisez encore des choses que l'on peut consulter sur le site officiel. Est-ce qu'on peut estimer, monsieur le directeur adjoint, qu'il y a des plans de carrière? On peut imaginer, quand on rentre à l'INSEE, évoluer? Oui, alors l'INSEE, c'est, comme vous l'aurez compris, une assez petite maison, puisque j'ai rappelé tout à l'heure que nous étions 5300 au niveau national. Nous sommes pratiquement un nain administratif par rapport à d'autres services de l'État qui sont bien plus nombreux, tels que notamment l'éducation nationale. Néanmoins, on a tout à fait la possibilité de dérouler, comme on dit, une carrière assez vaste et assez diversifiée, au-delà, je dirais, des murs de l'INSEE. Pour la simple et bonne raison, tout ça, ce que je dis, ça tient à l'organisation de la statistique en France, de la statistique publique, dans la mesure où l'INSEE ne produit pas seul toutes les statistiques nécessaires, par exemple au gouvernement. Il y a des services statistiques au ministère de l'Agriculture, il y a un service statistique au ministère du Travail, il y a un service statistique au ministère de l'Éducation nationale, etc. Et dans tous ces services, finalement, ce sont pour l'essentiel, je dis bien pas exclusivement, mais pour l'essentiel, des agents de l'INSEE qui sont mis à disposition pour exercer leurs fonctions de statisticiens ou d'économistes ou de démographes. Et donc, les cadres, surtout, ont la possibilité d'aller dérouler une carrière dans ces autres structures, tout en étant payés par l'Institut. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Par exemple, moi-même, j'ai passé quelques années à la Banque de France pour y être statisticien, travailler donc sur des objets que sont les actions, les obligations ou autres objets de cette nature, vous voyez. Donc il y a possibilité donc, de diversifier son parcours, c'est une chose d'un point de vue fonctionnel. Et puis bien entendu, il y a de multiples possibilités de gravir les échelons, comme on le dit, c'est-à-dire de gagner en responsabilité tout au cours de sa carrière. Mais tout ça, ça se passe évidemment pas forcément très vite. Il faut avoir un minimum de patience. Disons qu'au bout de 10 ans, en général, quand on est cadre, on commence à voir un certain chemin se dresser, se dessiner. Cela dit, il faut pas avoir peur d'être mobile quand même, hein, et adaptable. Alors effectivement, vous parlez de mobilité. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de rentrer dans la fonction publique et se dire qu'on va travailler toute sa vie pendant maintenant 40 ans au même endroit. Je pense qu'il faut exclure ça de son esprit. C'est quelque chose qui est imposé aujourd'hui, d'être mobile fonctionnellement, et je viens d'en parler quand je parlais de voyage professionnel. Bien sûr. C'est une mobilité fonctionnelle. Mais c'est vrai qu'à l'INSEE notamment, quand on est cadre, on est quand même très fortement incité à être mobile géographiquement. Et de ce point de vue, je peux aussi illustrer par ma propre expérience personnelle, puisque j'ai été amené à travailler pendant plus de 4 ans aux Antilles-Guyane, où l'INSEE a également des établissements, où donc en ce qui me concerne, j'ai occupé les fonctions de chef de service régional en Martinique. Il y a des voyages qui permettent de rencontrer des belles régions en même temps. Rencontrer des belles régions, il n'y a pas des beautés qu'aux Antilles-Guyane ou à La Réunion, il y a aussi des beautés en métropole, et c'est vrai qu'une des vertus de notre mobilité, c'est de découvrir d'autres contrées, d'autres lieux. Alors vous savez que les journalistes ont toujours des questions un petit peu embarrassantes. Monsieur le directeur, est-ce que parler de rémunération, cela reste un sujet tabou? Non, à l'INSEE, la question de la rémunération n'est pas un sujet tabou. D'ailleurs, les informations de salaire à l'embauche, on va dire, sont totalement publiques. C'est annoncé comme le reste? C'est-à-dire que si vous cherchez sur Internet, ces informations sont accessibles assez facilement. Donc, je ne vais pas hésiter à vous en faire part aujourd'hui. Bon, je crois qu'il faut se rappeler quand même que nos concours sont somme toute assez difficiles et qu'à ce titre, ensuite, les rémunérations sont un peu fonction aussi de la difficulté de nos concours. Première chose. Deuxième chose à dire, c'est qu'il y a le salaire de base, comme n'importe quel fonctionnaire, et à l'INSEE, notre rémunération est aussi constituée de ce qu'on appelle d'indemnités, en fait, ce qu'on appelle de primes, mais qui nous sont versées pratiquement tous les mois. Et donc, globalement, les salaires à l'embauche, primes comprises, sont de l'ordre varient entre 1 600 € pour les contrôleurs que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'à donc 3 700 € pour les cadres de niveau vraiment les plus supérieurs, encore une fois en affectation sur le premier poste. Bien sûr. Vous voyez, ça fait un spectre de rémunération assez motivant pour un début de carrière. Alors on a peut-être donné envie aux jeunes qui viennent sur le mondial et à d'autres personnes qui écouteront cette émission de venir vous rejoindre. Moi j'aurais juste
une chose à vous demander aux deux personnes qui sont venues présenter leur métier. Une qualité première pour exercer un métier au sein de l'INSEE. On commence avec Monsieur Faure. Une seule, hein. La capacité d'adaptation. On travaille avec beaucoup de gens différents, en dehors de l'INSEE, au sein de l'INSEE, donc être capable de rencontrer beaucoup de personnes différentes. Monsieur Lavergne. Alors peut-être être utile à la décision publique, on dit souvent cela, mais c'est pas usurpé de le dire. J'en dirais quand même une seconde, c'est d'aimer les chiffres, c'est-à-dire de croire en ces chiffres-là pour aider la décision. Je suis sûr que M. Lavergne ne s'en tiendrait pas qu'à une seule qualité, il en donnerait deux. Monsieur Arnois, pour conclure, quel conseil on donnerait aux jeunes qui ont envie de s'investir? On a bien compris de quelle manière ils doivent le faire, et peut-être rejoindre cette voie, aller travailler au sein de l'INSEE. Déjà se renseigner auprès de nous à des occasions comme aujourd'hui, bien entendu. Je pense que c'est une chose importante. Essayer quand même de bien comprendre un petit peu comment fonctionne l'Institut et ce qu'on y fait. C'est la raison pour laquelle on est là aussi aujourd'hui. Mais je pense que la première des choses, c'est quand même de développer ses connaissances et sa curiosité dans le domaine de l'économie, comme je l'ai dit tout à l'heure, éventuellement un petit peu de la sociologie, et surtout avoir un bon niveau de culture générale et en mathématiques. Ça, ce sont vraiment les conditions premières, je dirais. Si l'étudiant, le lycéen est un petit peu juste en mathématiques, un petit peu juste aussi on va dire en culture générale, en capacité rédactionnelle, il vaut mieux envisager autre chose parce que nos concours sont, somme toute, relativement difficiles. Mais lorsque l'on rentre dans l'INSEE, cela passe aussi par des formations, des accompagnements, sûrement, non? Oui, alors comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, chacun de nos concours est suivi. À partir du moment où on est admis, on est tenu de suivre une scolarité qui peut durer de 6 mois en ce qui concerne les concours de niveau catégorie B jusqu'à 3 ans pour la scolarité la plus longue au niveau encadrement supérieur. Pendant cette période de scolarité, nous sommes rémunérés, c'est-à-dire que ça, c'est un statut quand même assez privilégié, c'est-à-dire que pendant la scolarité, on est étudiant, on suit des cours avec des professeurs, on suit des travaux dirigés, exactement, mais on est rémunéré. Par contre, attention, évidemment, à la fin de chacune des années, il y a un examen pour lequel il faut avoir au moins 12 de moyenne pour passer en année suivante, et 12 de moyenne aussi en dernière année pour être titularisé. Bien entendu, il y a également des stages, etc. Voilà. Donc il faut aussi, une fois avoir été admis au concours, accepter l'idée d'être affecté dans ces écoles pendant une certaine durée, à Libourne pour le concours de catégorie B, à Rennes pour le concours dit d'attaché statisticien de l'INSEE, et à Paris pour le concours dit d'administrateur. D'accord. On vous voit, vous êtes 3 hommes, les femmes ne sont pas moins capables que les hommes, c'est juste parce qu'on a illustré avec des hommes qui se sont déplacés aujourd'hui, on est bien d'accord. Alors le hasard fait parfois mal les choses, effectivement aujourd'hui nous sommes 3 garçons. C'est important de le dire parce qu'ils pourraient croire que c'est un monde masculin, alors pas du tout en fait. L'INSEE, comme l'ensemble de la fonction publique, notamment d'État, est en fait un organisme essentiellement féminin. Ça c'est en plus globalement, donc c'est principalement donc des dames pour plus de 2/3 du personnel. Par contre, il est vrai qu'au niveau de l'encadrement surtout, la parité homme-femme n'est pas encore respectée puisque les hommes ils sont encore majoritaires à ce niveau d'encadrement. D'accord. Alors moi je vous invite à inclure chaque année dans le programme du Mondial des métiers de venir présenter justement des métiers de l'INSEE, monsieur le directeur. Ça pourrait être pas mal finalement qu'on institue cela. On se voit souvent, on fait beaucoup d'émissions de radio, mais parler des métiers de l'INSEE, ça nous intéresse. Et comme c'est très vaste en termes de propositions et de choses qui existent au sein de la structure, je pense que ça vaut le coup d'illustrer chaque année avec des témoignages comme on l'a fait aujourd'hui. Très volontiers, on a encore beaucoup de métiers à présenter. Très volontiers. On est parti pour 30 ans minimum sur le Mondial des métiers. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne route au sein de l'INSEE. Merci. Merci bien. Merci. Au revoir.